Imaginez un instant effectuer un véritable bond dans le passé. Non pas de quelques années, mais de plus d'un siècle. Nous sommes en 1885. Laissez de côté le Paris que vous connaissez aujourd'hui, ses voitures électriques, ses gratte-ciel discrets et ses lumières au néon. Plongeons dans un Paris oublié, une ville en pleine effervescence, à l'aube d'une transformation majeure. C'est une invitation à un voyage sensoriel, une immersion profonde dans les rues pavées, les odeurs d'un autre temps et les sons d'une capitale en pleine métamorphose. Le contraste est frappant. L'image moderne de Paris, ville lumière intemporelle, dissimule souvent la réalité brute, vibrante et parfois désordonnée du 19e siècle. Il faut presque désapprendre notre vision actuelle pour mieux saisir cette époque. Ce Paris-là porte encore les marques et les réussites des vastes transformations menées sous Napoléon III et orchestrées par le baron Haussmann. Leurs travaux ont bouleversé le vieux tissu médiéval, ouvrant de larges boulevards, érigeant des immeubles en pierre aux façades homogènes et aménageant des parcs verdoyants qui constituent aujourd'hui l'identité visuelle de la capitale. Mais cette refonte ne relevait pas seulement de l'esthétique. Elle a profondément modifié les dynamiques sociales et économiques, transformant la manière dont les Parisiens vivaient, travaillaient et interagissaient. Aux abords de la ville s'élevaient des structures inédites, les grandes gares parisiennes. Véritables cathédrales du progrès, elles incarnaient le mouvement et le changement, point de convergence où se croisaient départs et arrivées, rêves et réalités, dans un ballet incessant de locomotives à vapeur et de voyageurs. Pourtant, pour comprendre pleinement l'âme de Paris, il faut pénétrer au cœur des halles centrales. Surnommée le ventre de Paris par Émile Zola, elle formait un tourbillon d'activités ininterrompues. Fruits, légumes, viandes et poissons y circulaient en abondance, transportés à la force des bras sur des charrettes et des brouettes. L'atmosphère y était dense, saturée d'odeurs mêlant fraîcheur des produits, effluves marins, fumée de charcuterie et relents de fatigue humaine. La Seine, véritable artère vitale, serpentait à travers la ville. Elle ne transportait pas seulement de l'eau, mais aussi des marchandises essentielles. Bois, charbon, matériaux de construction. Sur ces quais, les lavandières travaillaient, les pêcheurs patientaient et les promeneurs observaient le rythme paisible mais constant du fleuve. Dans les rues, la circulation offrait un spectacle fascinant. Fiacres et omnibus tirés par des chevaux dominaient, leurs roues résonnant sur les pavés. Quelques vélocipèdes, ancêtres des bicyclettes, faisaient timidement leur apparition, suscitant curiosité et amusement. À la tombée de la nuit, la ville se transformait. Les lampadaires à gaz diffusaient une lumière douce et jaunâtre, créant une ambiance presque irréelle. L'électricité, encore balbutiante, commençait à faire ses premières apparitions, annonçant une révolution imminente. Partout, commerçants et artisans animaient les rues. Les vitrines débordaient de produits et les cris des marchands ambulants résonnaient dans les passages étroits. C'était un tableau vivant, bruyant et profondément humain. Au-delà des grandes avenues, Paris dissimulait aussi des espaces plus secrets, ruelles étroites et passages couverts. Ces lieux, épargnés par les grands travaux haussmanniens, conservaient le charme du vieux Paris. Les passages couverts, eux, représentaient une forme de modernité, de véritables galeries marchandes avant l'heure. Protégés par leurs verrières élégantes, ils offraient un refuge contre les intempéries, propice à la flânerie et aux achats. Dans cette ville en mutation,
Les grands boulevards symbolisaient la modernité. Larges et majestueux, ils incarnaient la vision d'Haussmann. Les Champs-Élysées, en particulier, étaient un lieu de promenade et de représentation sociale. Calèches élégantes et passants bien habillés s'y croisaient dans un spectacle permanent où chacun observait et était observé. Au cœur de cette splendeur se dressait l'Opéra Garnier, véritable joyau architectural. Plus qu'un simple théâtre, il constituait un centre majeur de la vie mondaine. Assister à un spectacle y était autant un événement social qu'artistique. Les loges bruissaient de conversation, les couloirs vibraient d'échanges, et chaque entr'acte devenait une occasion de se montrer. Autour de ces lieux prestigieux, cafés et restaurants emblématiques jouaient un rôle essentiel. Des établissements comme le Café de la Paix ou Maxim's étaient de véritables centres de vie sociale où se mêlaient artistes, écrivains, hommes d'affaires et politiciens. Pourtant, cette effervescence révélait aussi de profondes inégalités. Tandis que l'élite déambulait avec élégance, les classes populaires menaient une existence bien plus rude. Ces mondes coexistaient, parfois sans se croiser, formant une mosaïque sociale complexe. La condition féminine évoluait également. Si beaucoup restaient cantonnés à leur rôle traditionnel, certaines femmes commençaient à s'émanciper, travaillant dans les ateliers, les grands magasins ou s'impliquant dans les milieux intellectuels. Parallèlement, la scène culturelle était en pleine explosion. Les impressionnistes révolutionnaient la peinture, la littérature, exploraient de nouvelles voies avec Zola ou Maupassant, et la musique s'enrichissait de compositeurs comme Debussy. Les théâtres et music halls proposèrent des spectacles variés, attirant toutes les classes sociales. Sous cette effervescence se cachait une modernité technique impressionnante. Le réseau d'égouts, conçu sous Haussmann, constituait une prouesse d'ingénierie améliorant considérablement l'hygiène. L'approvisionnement en eau potable et les premières infrastructures de communication, comme le télégraphe, participaient à transformer la ville. Paris était aussi un centre intellectuel majeur. La Sorbonne et les grandes écoles attiraient des étudiants du monde entier, tandis que bibliothèques et librairies facilitaient l'accès au savoir. L'éducation y était perçue comme un pilier du progrès national. Mais la ville ne se résumait pas à ses façades élégantes. Dans des quartiers comme Montmartre, encore villageois, vivaient artistes, ouvriers et petits commerçants dans une atmosphère presque rurale. Plus à l'est, Belleville et Ménilmontant incarnaient la vie ouvrière entre travail difficile et moments de convivialité dans les guinguettes. La religion restait également présente. Églises et cathédrales ponctuaient la ville, offrant des lieux de recueillement. Notre-Dame demeurait un symbole spirituel fort, témoin du passé. Paris se préparait aussi à son avenir. Les expositions universelles, notamment celle de 1889 avec la future Tour Eiffel, annonçaient son ambition de devenir une vitrine mondiale du progrès. Pourtant, derrière cette modernité, subsistaient des zones d'ombre, pauvreté, criminalité et mystères urbains. Ainsi, le Paris de 1885 apparaît comme une ville de contraste, à la fois brillante et dure, moderne et encore marquée par son passé. Un mélange complexe d'innovation et de tradition, dont l'héritage continue de façonner la capitale actuelle. Replonger dans cette époque, c'est mieux comprendre nos villes d'aujourd'hui et prendre conscience de la richesse historique qui se cache derrière chaque rue, chaque bâtiment et chaque pierre.